beaucoup, mon Dieu. On vient de me présenter comme la meilleure chose depuis la slush poppy. Je pense que je vais mettre ça dans mon CV. Je suis tellement contente d'être ici ce soir. J'ai plein d'amis avec moi, des anciens collègues de travail, des jeunes de mon secondaire. Puis ça, c'est juste à scène, là, ici. Imaginez avec vous. Quand l'équipe de Transistor m'a approchée pour présenter une carte blanche, j'ai un peu hésité. Tu sais, moi, j'écris dans la vie, je suis dans l'ombre. Fait que là, être devant la scène, ça me stressait. Mais j'adore les balados, j'adore les festivals, j'adore la région, puis j'ai accepté l'invitation. Puis on m'a promis que la bière allait être moins forte l'année passée. Fait que ça, c'était vraiment un bon point. Donc, pour commencer cette ode à la région, à la belle région 07, j'ai fait appel à mon collègue Charles Beauchesne, avec qui j'ai collaboré au texte du podcast « Les pires moments de l'histoire », qui est ici. Allô? Ben oui. Quel meilleur moyen de faire une ode à ma région que de parler de ces moments les plus dark. Alors, je vais lancer la balle à Charles. Let's spin that shit, ma parole. Alors, bonjour et bienvenue à cette version abrégée des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast en collaboration avec Urbania où on se penche sur des sujets historiques délicieux comme la fascination de Vlad l'Empaleur à faire des kebabs avec le monde, le palmarès des papes les plus sexuels, la fois où les Vikings ont décidé de taxer l'argent du lunch de l'Europe au complet pendant 400 ans, sans compter la légende du testicule manquant de Hitler. Ah, est-ce que quelqu'un a vu Mein Couille? J'en aurais besoin pour être gentil. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est live de Gatineau, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on va rester un petit peu plus proche de la maison le temps d'un segment que j'ai rebaptisé « Les pires moments de l'histoire de l'Outaouais avec Charles Beauchesne ». Ouais! Merci. À commencer par votre tout nouveau boulevard des Allumettières qui, si je comprends bien, a l'air de fonctionner un petit peu comme un toboggan qui emmène tout le monde directement aux Star City du plateau. Et pour ceux qui nous écoutent à la maison, sachez que le plateau à Hull, ce n'est pas tout à fait la même game que le plateau à Montréal. En fait, c'est surtout une espèce de développement immobilier avec des noms de rues qui se veulent légèrement trop importants pour être pris au sérieux, tels que la rue de l'Atmosphère, la rue de l'Astrolabe. Et que dire de cette bonne vieille rue du Cosmos? Oui, allô, ça va être un repas de cuisse pour la rue du Cosmos, s'il vous plaît. Première étoile à gauche et filez tout droit jusqu'au matin. Et n'oubliez pas mes synastiques. Mais bon, revenons-en à notre mystère d'aujourd'hui. Qui sont donc ces fameuses allumettières du boulevard des Allumettières? Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre dans cet épisode intitulé « La légende noire des Allumettières ». On va bien y penser, cette présentation est peut-être légèrement redondante, mais... ouais. Générique. Ce sont les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Ouais, ça va chier, c'est moi qui vous le dis. Donc, pour les gens... Je fais toutes les affaires moi-même avec ma bouche. Donc, pour les gens d'ici qui, à la place d'écouter en classe, dessinaient leurs professeurs dans toute une variété de scénarios sexuels déroutants une fois rendus à l'âge adulte, je suis heureux... Allô, Judith. Je suis heureux de vous apprendre que l'Outaouais a longtemps été une plaque tournante de l'industrie forestière. Contexte historique. Hull, anciennement une forêt ancestrale des Algonquins qui ont rapidement été décimés afin de calisser tout ça à terre, va rapidement devenir, à partir de 1800, le chantier des géants du bois canadiens et américains, instaurant une longue tradition de méchants patrons qui parlent anglais. I don't want Maurice, I want the rocket! Enfin, je comprends rien, man! Dis-moi ce que tu veux, puis je vais le faire! Vers la fin du 19e siècle, on retrouve du côté ontarien de la rivière des Outaouais les usines de John Rodolphus Booth. Rodolphus, viens souper! Et de ce côté-ci, c'était un dénommé Ezra Butler, Eddie et son empire dans les produits dérivés du bois, entre autres le papier de toilette, qui employait beaucoup des ouvriers de la région afin que tout le monde puisse se passer entre les founes ce, j'en suis certain, très confortable papier de toilette début 1900. Donc, au printemps, une fois coupés, les draveurs, ces gens dont la job pourrait être synthétisée à regarder, je suis capable de marcher sur un bio qui spinne dans l'eau, les filles trouvent ça bien cool, mais la seconde où je tombe, ces mêmes bio vont m'empêcher de remonter à la surface, puis vous êtes certain que vous allez me repêcher mort avec la face bleue, faisaient descendre tous ces gros troncs d'arbres coupés sur la rivière des Outaouais. Rendus à une certaine hauteur, les ouvriers des usines ramassaient ce bois-là pour en faire divers produits tels que no shit du bois,
mais également des manches à balai, des pâtes et papiers, ainsi que des allumettes, une autre spécialité d'Ezra Butler Eddy. Mais enfin, monsieur Eddy, vous êtes déjà l'empereur du papier cul. Que pouvez-vous bien vouloir de plus? Oui, mais quand tous ces gens iront aux toilettes, ils auront aussi besoin de craquer des allumettes. Grand Dieu, quel génie des affaires! Donc, avec les retailles de tous ces billots de bois qui flottaient à travers les cadavres de draveurs un peu trop show-off, Ezra Butler Eddy a eu la brillante idée de faire des allumettes. Et c'est une idée très lucrative, puisqu'à une certaine époque, 99% des allumettes vendues au Canada seront produites dans l'usine E.B. Matches. Et en 1869, l'usine produit 1,5 million d'allumettes à l'heure. Ça, les amis, c'est suffisamment d'allumettes pour qu'une fois collées ensemble, obtenir une autre allumette, mais beaucoup plus grande. Et quoi de mieux pour empaqueter tous ces petits bâtons de feu que les petits doigts agiles des femmes de la région? Et je déconne pas, c'était vraiment le critère d'embauche un peu sexiste de l'époque. Grâce à leurs doigts typiquement féminins, toutes ces femmes feront un excellent travail délicat et féminin. Après tout, il faut bien les occuper puisque, comme tout le monde le sait, elles sont incapables d'atteindre l'orgasme. Ouais, nous sommes au 19e siècle, c'est le plus féministe que ça devient. Alors, à l'origine, les gens aimaient vraiment pas l'idée que les femmes travaillent à l'usine. En fait, au début, les femmes venaient uniquement récupérer leur lot d'allumettes qu'elles devaient empaqueter par la suite à la maison en compagnie de leurs mandataires, 12 enfants qui courent partout en criant avec un bébé sur chaque boob. Cette façon de faire était très chiante, et ce, même pour un magnat du papier de toilette. Alors... Rapidement, le travail va se déplacer à l'usine, entre autres parce que ce qui est le fun avec les femmes, toute époque confondue, c'est qu'on peut les payer le tiers ou la moitié du salaire d'un homme. Et ça, c'est vraiment très utile pour les hommes. Ouais, c'est nous, les hommes de l'histoire. Pourquoi l'égalité quand on peut vous opprimer? Ouais, le souper est mieux d'être prêt. Bon, là, je vous entends déjà me dire, ouais, OK, ça va être une autre anecdote d'inégalité salariale. Boring! Eh bien non. C'est pas juste... Ça, c'est juste les bandes annonces avant le main feature de à quel point c'était de la marde d'être une femme à l'usine d'allumettes au début du 19e siècle. Déjà là, c'est amusant de savoir que chez E.B. Eddy, en moyenne, 22 employés sont tués par année à cause des accidents de travail. Et ça fait à ce point partie de la routine que même le gouvernement s'en crisse. En fait, généralement, ça, c'est le bout que tout le monde connaît avant d'aller travailler là. Génial. Laissez-moi vous dire qu'on est bien loin des milléniaux qui chialent parce qu'il y a du gluten à la cafétéria. Donc, nos faiseuses d'allumettes ou allumettières sont majoritairement des filles âgées entre 12 et 20 ans, et ce, même si l'âge minimum légal de l'époque pour travailler en usine était de 14 ans. Dieu merci, ils ont fait une exception. On dénombre en moyenne 400 allumettières. Elles sont à leur poste de travail 48 heures par semaine, payées au rendement, et ce, sans compter que l'empaquetage d'allumettes est calissement dangereux, surtout l'été, quand l'air sec est propice à prendre feu. Effectivement, l'été, quand le mercure est trop haut, l'usine doit fermer ses portes parce que les risques d'incendie sont trop élevés. Et quand je dis que les risques sont élevés, ça veut dire encore plus que les habituels 20 incendies par jour chez E.B. Matches. La salle de l'usine où se trouvaient les femmes était surchauffée et fermée à clé, sans doute pour les protéger du feu. Et de façon générale, les allumettières devaient en permanence garder un seau d'eau à leur poste de travail parce que leur shift, c'est de constamment manipuler des allumettes dans un endroit qui brûle plus facilement qu'un briquet à côté du cul. Bon nombre d'entre elles sont là pour travailler en attente du mariage, ce qui, ironiquement, deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'elles travaillent chez E.B. Matches en raison de leurs fréquentes brûlures au visage, aux mains, et le fait qu'on reconnaît facilement les allumettières dans leur rue parce que leurs cheveux empestent le soufre. Ah, Bernadette, ma parole, vos cheveux puent de plus en plus. Ça alors, et Lucille qui a pris feu pour la 3e fois aujourd'hui. Espérons que les hommes sauront nous apprécier pour notre beauté intérieure. Désolé, Lucille, je vous renverrai bien à la maison, mais la porte est barrée. D'ailleurs, un personnage important de le travail des allumettières, c'est celui de la contremaîtresse qui agissait en tant que confidente auprès des filles et les protégeait contre les possibles abus des hommes dans la manufacture. Ce qui se produit, c'est que selon les mœurs super progressistes fin 19e, début 20e siècle, aller travailler quand tu es une femme, c'était s'exposer au monde des hommes et se rendre vulnérable à leurs fantasmes.
Alors, en gros, tout le monde avait peur que les hommes essaient de les baiser et les contremaîtresses étaient là pour rappeler en théorie à tout le monde de garder son dick dans ses pants. Et si vous trouvez que les conditions de travail des allumettières sont pas suffisamment hostiles, eh bien, c'est là que je vous parle de ce que l'on appelait dans le métier le fossija, ou en termes plus médicaux, la nécrose maxillaire. Détail dark. En effet, les allumettières passaient plusieurs heures à l'usine exposées aux produits chimiques qui composaient le bout des allumettes. Ce qu'elles ignoraient, c'est que l'un des ingrédients utilisés, le phosphore blanc, cause une maladie osseuse qui s'attaque directement à la mâchoire. Alors, généralement, la nécrose maxillaire s'amorce tranquillos par quelque chose qui s'apparente à une rage de dents, suivi beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le croire d'une enflure aux gencives et à la mâchoire, causant à la bouche de se remplir d'abcès de pus jaunes et bruns, exactement les couleurs les plus encourageantes en termes de pus. Suite à quoi les choses devraient devenir encore plus un chieur de marde très rapidement, puisque les mâchoires des patientes vont enfler et se déformer, causant des douleurs intenses et incessantes, alors que les os finissent par pourrir et se décomposer pendant qu'elles sont encore vivantes. Et ce n'est pas agréable. Enfin, feu d'artifice final, les dernières étapes de la maladie, c'est une inflammation du cerveau, des convulsions, des hémorragies internes et externes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les patientes ne se rendaient pas jusqu'à cette étape. Plusieurs s'étouffaient dans le pus de leur abcès et mouraient alors que d'autres se faisaient amputer une partie ou la totalité de la mâchoire. Je ne sais pas ce qui est pire entre perdre une partie de la mâchoire ou toute la mâchoire, mais bonne chance la vie sociale avec un trou d'en face. Seigneur Lucille, qu'est-il arrivé à votre mâchoire? Et dire qu'on faisait ce métier en attendant un mari. Il va falloir attendre jusqu'en 1910 environ pour que William Lyon Mackenzie King, le gars sur les billets de 50 pièces, alors ministre du Travail, s'intéresse au problème et tente de légiférer contre l'utilisation du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. Détail intéressant. Pour se motiver à défendre les droits des allumettières, William Mackenzie King gardait en tout temps sur son bureau une mâchoire de femme rongée par la nécrose maxillaire. J'ai aucune idée dans quelles circonstances on lui a donné ça, mais chose certaine, ça devait être un bon aide-mémoire d'éventuellement tweaker les conditions de travail des allumettières. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette mâchoire qui traîne sur... Oh, oui, c'est vrai, les conditions de travail des femmes! Fiouf, j'ai failli oublier parce que je suis Mackenzie King et j'étais possiblement trop occupé à communiquer avec le fantôme de ma mère dans une boule de cristal, collectionner les ruines de bâtiments et demander des conseils politiques à mes 3 chiens terriers qui s'appellent tous Pat. Ouais! Mackenzie King, j'ai véritablement fait toutes ces choses. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille à un photoshoot pour les billets de 50 piastres. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette mâchoire qui... Oh, c'est vrai, les conditions de travail des femmes! Et à partir de ce moment-là... Tout est bien qui finit bien. En 1914, une loi contre le phosphore blanc entre en vigueur et les femmes n'auront été exposées aux produits chimiques dangereux que 70 ans. Inutile de vous dire que face à toutes ces choses, les travailleuses vont éventuellement décider de se syndiquer au plus crisse dès que l'histoire va leur en donner la possibilité. Ce qui va arriver à la fin des années 1910 quand la compagnie va essayer de leur instaurer nul autre qu'un 2e quart de travail de toute cette shit. Et là, faites-moi confiance, les filles vont littéralement mettre de l'huile sur le feu. Avec la toute nouvelle association syndicale féminine catholique. À noter que c'était un syndicat un peu poche qui ne visait en rien l'amélioration de leur qualité de travail, mais bien la préservation de leurs vertus, c'est-à-dire ne pas fourrer. Un syndicat où ils étaient contrôlés par des hommes, parce qu'aucun employeur de l'époque ne négocierait quoi que ce soit avec une femme. Maintenant, qu'est-ce que ça vient dire sur le travail des allumettières si même ça, c'était une amélioration vraiment confortable? Surprenamment, le clergé appuie ce syndicat parce qu'ils n'ont pas des intentions louables ou qu'ils veulent encourager les travailleuses, mais bien parce que d'après l'Église, un 2e quart de travail empêcherait les femmes d'être à la maison et de s'occuper de leur famille, qu'elles n'ont pas parce qu'il leur manque des morceaux de face suite à tous ces quarts de travail. Mais pareil, pour l'époque, la pluie de l'Église, c'est vraiment nice d'avoir ça.
Les femmes vont, entre autres, protester en 1924 contre les baisses de salaire et l'augmentation des heures de travail. Cette nouvelle un peu poche quand tu souffres de nécrose maxillaire. Et menée par la légendaire Donalda Charon, présidente du syndicat des allumettières, elles feront la grève du travail. Ce qui est quelque chose d'assez impressionnant puisque l'usine E.B. Eddy est l'employeur le plus important de la région. C'est un gros dragon à combattre. Qu'à cela ne tienne, il va y avoir un lockout pendant 3 mois chez E.B. Matches pour finalement en arriver à un terrain d'entente. Mais étant donné qu'elles ne peuvent pas être présentes à la table des négociations, ce sont des hommes qui négocient pour elles avec d'autres hommes. Et surprise, les femmes ne gagneront pas au change. La compagnie veut la tête de Donalda Charon et c'est une des conditions qui va être acceptée super rapidement. La chef syndicale se retrouve alors sans emploi et sans mari dans la fin trentaine dans les années 1920. Elle va perdre une jambe dans un accident de tramway et mourir dans l'oubli. Du côté des allumettières maintenant, les conditions de travail ne seront pas vraiment améliorées tant que ça. On va dissoudre le syndicat des femmes et 4 ans plus tard, la compagnie va être vendue à des Britanniques, l'usine va être déménagée en Ontario et toutes les allumettières vont perdre leur emploi. Fin. Le fin mot de l'histoire. En gros, c'est bien beau de nommer un boulevard en l'honneur des allumettières, mais c'est intéressant aussi de s'informer sur ce qu'ont vécu ces femmes-là. La fin du 19e siècle et pas mal la totalité du 20e ont été des plaques tournantes pour la reconnaissance des droits des femmes. Un combat qui manifestement ne se fait pas du jour au lendemain. Un combat qui nous suit aujourd'hui encore dans notre belle société confortable du 21e siècle, faut-il se le rappeler. D'ailleurs, détail intéressant, si aujourd'hui encore un homme comme Ezra Butler Eddy a une rue à son nom dans le vieux hall avec des boutiques érotiques puis des dépanneurs qui cartent pas. On remarque étrangement, aucune rue ou établissement en Outaouais ne porte le nom de Donalda Charon. Pourtant, la femme qui a été à la tête de son syndicat à l'époque où les femmes n'avaient pas de syndicat. Je dis ça comme ça, juste au cas où il y aurait quelqu'un dans le public en charge de la toponymie à Gatineau. Rien de mieux que se balader sur la rue de quelqu'un qui n'était pas un trou de cul. Merci, Charles. Ça fait Merci plaisir, beaucoup. Audrey. On a ri, on a appris et on va rire et apprendre encore plus parce que maintenant, on va avoir un quiz. Connais-tu ton Outaouais? Animé de main de maître par la fabuleuse, la magnifique, l'incroyable Gabrielle Caron. Merci Audrey, merci de me faire confiance pour animer ton quiz. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter nos 3 participants. Donc on commence avec Guillaume Potvin, originaire de Gatineau et critique de cinéma. Il est professeur de cinéma au Cégep de l'Outaouais et plus important encore, c'est un ami d'Audrey. On a aussi Jean-François Daou, born and raised in Gatineau. Il a longtemps été journaliste, auteur, humoriste avant de revenir dans la région. Et maintenant, il travaille dans la fonction publique, mais on ne peut pas en dire plus, histoire de garder le mystère et votre intérêt. Et finalement, Guilla Saint-Cyr. Mais ceux qui sont allés au secondaire avec lui savent que son vrai nom, c'est Guy Antoine. Auteur diplômé de l'École nationale de l'humour, il est parfois chroniqueur dans la balado de Fred Savard. Guy Antoine! Donc, merci à vous 3 de vous prêter au jeu. Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer? Oui, alors c'est très complexe. Je vous explique. On pose des questions. Vous devez sonner le buzzer et répondre à la question. Si vous avez une bonne réponse, on vous donne un point. Alors, on réinvente la roue ici. Nos participants auront le buzzer très proche de la bouche pour le micro. Ils auront aussi l'air ridicule. On apprécie ça. Alors, place à toi, Gabrielle. Alors, allons-y avec la première question pour 1 point par bonne réponse. Quelle grande vedette de jazz a failli périr à Hull? Est-ce A. Louis Armstrong, B. Duke Ellington ou C. Ella Fitzgerald? Ellington. Mauvaise réponse. Ah. Louis Armstrong. Louis Armstrong, oui, c'est ce que Bonne Oui, réponse. bonne réponse. Bravo.
À noter toutefois que tous ces artistes ont joué dans la région à l'époque dans le Standish Hall, qui était un édifice où il y avait des spectacles, et où les artistes logeaient. Puis en 1951, le building a passé au feu, et c'est une dame qui est allée sauver, cogner à la porte de Louis Armstrong, pour dire « Sortez, sortez, il y a un feu ». Il est sorti en pyjama de l'édifice. J'aimais mieux ma version où est-ce qu'il est sorti nu avec sa trompette. On a failli être célèbre pour avoir tué Louis Armstrong. C'est quand même pas pire. Ça aurait quand même été bien. Donc, question bonus d'ailleurs. Pouvez-vous me dire où se trouvait ce célèbre Standish Hall? Non? Ah, Où sont les édifices portages actuellement? Non? mauvaise réponse. C'est où se trouve désormais le Crown Plaza. Eh bien. Eh bien, voilà. Question cinéma maintenant. À la fin des années 90, on tourne le film américain Grey Hall dans la région, entre autres à Chelsea et à Wakefield. Qui était la vedette? Mon Dieu, sans les choix de réponse. Pierce Brosnan. Bonne réponse. Bravo, bravo. La légende veut qu'il a été aperçu à la Sportec. Ah bon? Ah bon? François Bouguingo, je dirais j'y étais. Mais oui, en effet. Et maintenant, qu'est-ce que le Belvédère Champlain? A, une place pour parquer son char et frencher comme dans une vue des années 50. B, l'endroit parfait pour observer la ligne de démarcation entre le bouclier canadien et les basses terres du Saint-Laurent. Ou C, un bel endroit pour observer le cèdre rouge, une espèce d'arbre extrêmement rare au Québec. Il faudrait répondre. Je dirais quand même toutes ces réponses. Bonne réponse! Toutes ces réponses. Et pour un point bonus, pouvez-vous me nommer quelqu'un avec qui vous avez déjà moché au Belvédère Champlain? On est-tu plate? On passe à autre chose. Moi, j'ai Passons. fait des champignons magiques là-bas. Merci, Charles. Alors, prochaine question. Quelle salle de spectacle de la région porte le nom d'une écrivaine et rédactrice de feuilletons radiophoniques? Bonne réponse. Bravo, oui. De son vrai nom, Laurette Larocque. Elle a grandi à Hull, puis elle avait changé son nom pour celui d'un homme pour percer le difficile milieu des feuilletons radiophoniques à l'époque. Alors maintenant, question en rafale. Pour chaque bonne réponse, vous gagnerez 3 points. On va entendre des extraits sonores et vous devrez nommer la personnalité de l'Outaouais qui chante dans cet extrait. Alors allons-y avec l'extrait numéro 1. Les soirs de scotch, mon chant. Luce Dufault. Bonne réponse! Je sais pas si je te... Passons maintenant au deuxième extrait. Attention, c'est parti. Vivant la nuit, c'est là que je te fais ça. Vivant la Sandra Dorion, le groupe Nuance. Oh, excellent! Bonne réponse! quand toutes les autres. Allons-y maintenant avec le troisième extrait. Je reviens chez moi. Oui, je sais, j'ai pas trop Laurence Nerbonne. changé. Bonne réponse! Laurence Larbonne qui chante Montréal XO. Et un autre extrait, maintenant, c'est un extrait parlé. Donc, on l'écoute à l'instant. J'aurais dû prendre des boules américaines aussi, j'aurais savé. Alors, pouvez-vous deviner, c'est un célèbre film Qui est interprète ce rôle-là? dérivé d'une série télé. On demande le film ou l'actrice? L'actrice. Hélène Bourgeois-Leclerc. Bravo! Voilà, bonne réponse. Hélène Bourgeois-Leclerc dans le film des Bougons. Et finalement, dernier extrait. Je sais pas si je te... Oui. Luce Dufault, encore, effectivement, parce que On l'aime, lui. on l'aime et on n'avait pas tant de choix non plus. Alors, on va continuer tout de suite avec la prochaine catégorie. On salue Guillaume, au passage, qui a un peu abandonné, je pense, le Faut jeu. mettre le buzzer. On va juste rappeler à nos joueurs de mettre le buzzer proche du micro. Merci.
Alors, catégorie politique maintenant. On pourrait penser là, que toutes les anecdotes politiques se passent de l'autre côté de la rivière, au Parlement d'Ottawa, mais c'est faux. Des fois, ça déborde ici. Donc, question à choix de réponse, 1 point par bonne réponse. Lors de la célèbre Nuit des longs couteaux, pendant que les ministres provinciaux jasaient en secret de la Constitution, où se trouvait René Lévesque? A, en train de jouer au casino du lac Lemay. B, en train de faire un petit dodo au Crown Plaza. Ou C, en train de se claquer une grosse frite à la pataterie Huloise. Il faisait dodo. Il faisait dodo au Crown Plaza. Bravo, oui, en effet, le meeting secret de Pierre-Éliott Trudeau et les autres ministres avaient lieu, lui, quant à lui, à la cuisine du château Laurier. Mais pendant ce temps-là, René faisait un petit somme. Quelques années plus tard, Brian Mulroney tente à nouveau de réviser la Constitution canadienne dans une rencontre qui a lieu près d'un lac de la région. De quel lac s'agit-il? Oh, sans choix de réponse. Meech. Oui, Et c'est voilà. ça. Ben oui, Bonne réponse. c'est facile. La fameuse accord du lac Meech, je n'ai pas de fun fact parce qu'il y a des limites à faire des punchs sur la Constitution canadienne. En 1996, l'ancien premier ministre Jean Chrétien a beaucoup fait parler de lui avec son Shawinigan Handshake, ce moment où il a étranglé un manifestant anti-chômage au parc Jacques-Cartier à Hull. Quel événement Jean Chrétien tentait-il de quitter lors de cet incident? A, le festival Bal de neige, B, les mosaïcultures ou C, la fête du Canada? Je vais y aller avec Bal de neige. Exact, bonne réponse. Et on va y aller avec une petite question bonus pour un point, oui. Quel est le nom des mascottes de Bal de neige? Oui, c'est toi, Guillaume? Non, c'est qui? Non, Guillaume, il joue plus. Les glamottes. Oui, Les glamottes! les glamottes. Bonne réponse. Quelques années plus tard, là, on reste dans la même anecdote, quelques années plus tard, Bill Clennett, donc ce militant qui a reçu le Shawinigan Handshake, a tenté sa chance en politique à son tour. Pour quel parti a-t-il fait campagne? Québec solidaire. Bonne réponse. On va y aller avec une autre question bonus, juste pour le plaisir. Comment s'appellent les 4 membres de la famille Glamotte? C'est les mascottes. Donc, est-ce A, Pépé, Mémé, Bébé et Dédé? B, Maman, Papa et leurs enfants Noumi et Nouma? Ou C, Élisabeth, Philippe, Charles et Anne, en l'honneur de la reine et de sa famille? B. Bonne réponse! Passons maintenant à la catégorie sport pour 1 point chacun. Vrai ou faux? Wayne Gretzky a déjà été propriétaire des Olympiques de Hull. Vrai. Vrai. Ben oui, c'est ça, c'est vrai. Vrai ou faux? Pat Burns, l'ancien coach des Canadiens, des Maple Leafs et des Bruins, a déjà été ambulancier pour la ville de Hull. Faux. Il était policier pour la ville de Hull. T'es pas tombé dans le piège, bravo. Vrai ou faux, encore une fois, Chantal Maccabé a commencé sa carrière en tant que de journaliste sportive en Outaouais. Faux. Non, c'est vrai. vrai? Elle couvrait le sport à Ottawa, donc les Olympiques, mais aussi le 67 d'Ottawa, le football, puis c'est pas mal ça, parce que les sénateurs n'existaient pas à l'époque. Est-ce qu'on lui enlève un point pour le punir? On va être indulgent. Okay. Maintenant, une question à choix de réponse. Avant de s'appeler les Olympiques de Gatineau, c'était les Olympiques de Hull. Et à l'origine de tout ça, quel était le nom de l'équipe? A, les Braves de Hull. B, les Festivals de Hull. Ou C, les Draveurs de Hull? Je vais y aller avec les draveurs. Mauvaise réponse. À qui la chance? Festival. Les Festivals de Hull. Est-ce que ça se dit? C'est la bonne réponse. Je ne sais pas si c'est les festivals ou les festivals. À voir. Lequel de ces joueurs n'a pas un chandail retiré par les Olympiques dans la Ligue junior majeure du hockey? Est-ce A, Claude Giroux, B, Maxime Talbot ou C, Daniel Brière? Daniel Brière. Ben Bonne oui, réponse. bonne réponse. Tu es allé au collège Saint-Alexandre à LQ par hasard? Ben oui, c'est Daniel Brière, même s'il vient de la région, hein, il jouait pour les Voltigeurs de Drummondville. Alors, il n'a pas son chandail en haut de l'aréna Robert-Gartin. Et on voit où ça l'a amené. C'est maintenant égalité avec Guy et JF. Oh, là! Alors maintenant, on passe à la dernière catégorie déjà, qui est sans aucun doute ma catégorie préférée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Gatineau?
Donc, pour un point chacun, on vous fait écouter un extrait de vidéo virale québécois et vous devez dire si, oui ou non, les protagonistes viennent de la région. Et là, attention, il faut absolument attendre que l'extrait soit terminé avant de vous faire aller le buzzer. Donc, on va y aller avec le premier extrait, s'il vous plaît. Droit de le faire? Oui, j'avais le droit de le faire. Tu avais demandé la permission à la ville? J'avais toujours des permis. Outaouais. Yes, sir! Oui, alors c'est le fameux Monsieur Gilles Doigt. Oui, ils sont remplis illégaux, ils sont de Cantley. Alors, on salue les gens de Cantley. On va y aller avec le deuxième extrait. Écoute ça bien. Ça fait un an qu'il a rencontré sa blonde, jour pour jour. Je l'ai rencontré ici, puis là, ici, man, je l'ai rencontré au Rockfest dans le Mosh Pit, la fille là, mais j'ai allé chez eux, j'ai fait boum boum, man, elle a un kid, là, elle va accoucher dans 2 semaines, elle peut accoucher demain ou après-demain, j'ai dit, je m'en vais au fucking Rockfest, tabarnak! Puis là, mais, là, je prie avec elle, puis je vais avoir un enfant, puis grâce à Rockfest, il y a sûr, mais là... Oui. C'est nous autres, ça. Oui. Bravo. Bien, évidemment, Montebello, c'est en Outaouais, mais le gars, il vient de Gatineau, il pose des toitures et il a un autre enfant, fait qu'il a refait Boum Boum, I guess. Boum Boum, Oui, Mr. Miller. Allons-y avec le troisième extrait. Hey, dis tout un mot aussi pour Kevin, Carlis. Commençons par toi, BD. Hey, dis un mot pour Kevin. Kevin, mon faire, mon tabarnak. T'en as ce trou de cul. Faux. Oui, en effet, malheureusement, cet excellent party avec des parasols de tornade avait lieu au Saguenay, pas à Gatineau. On peut pas tout avoir. Quatrième extrait maintenant. J'étais étendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur, je prends mes couvertes, je m'abrille par la tête. Ça fait kaboum, il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bébite noire dans le salon. Céline Poulain est encore sous le choc de l'an. C'est à nous autres, les dents noires. Oui, en effet. Eh oui, Céline Poulain avec son dindon sauvage dans le secteur Templeton. On les salue à Gatineau. Et allons-y avec le cinquième extrait. J'étais chez GA pour avoir une bouteille d'eau, puis il n'y en avait plus. Fait que là, j'ai tombé dans la bière à la place. C'est à Longueuil, je crois. C'est à Verdun, mais on va donner le point pareil. On va donner le point à Guy-Antoine pareil. Il s'est rendu compte que sur son Timbit, c'était bien loin d'être un raisin ou encore une résure de chocolat. Je mangeais mes Timbits, puis là, moi, j'ai le don de garder mon manger avant de le manger. Fait que j'ai figuré avant de le manger, je regardais, puis là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de bizarre dessus, là. Oui. Fièrement de Gatineau. Oui! Parce qu'ici, on a le don de regarder notre manger avant de le manger. Et allons-y avec la question bonus. Oui, c'est ma vidéo préférée de l'Outaouais. Narcotique, mon vieux junkie sale. On va mettre 1000 pièces à la game. Moi contre toi, on va se prendre, ça va être fou. Moi, de janvier, si t'es un gain, t'es bien mieux de replay, t'es bien mieux de faire le coup à mon vieux de 35 ans. Avec ta petite oreille sur le nez comme Tupac. On va se prendre, moi, plutôt, OK, mon vieux Carlis? Oui, attends, on sait qu'il vient de l'Outaouais. La question est, qui est l'auteur de ce fameux call-out? Oui? Crazy One. Yes! Much more, brr! Derrière le Burger King. Ça joue rough. Donc, en conclusion, je pense qu'on peut dire qu'il y a plusieurs vidéos viraux qui viennent... Viral? Non, comme festival. OK. Alors, il y a plusieurs vidéos québécois qui proviennent de la région, beaucoup trop même, ce qui me permet de déclarer sans gêne que l'Outaouais est sans aucun doute la Floride du Québec. Yes! Alors, on va passer au pointage final. Charles? Le pointage final. Guillaume, 4 points. Meilleure chance la prochaine fois. Tout de suite suivi de JF avec 10 points. Et on termine tout ça avec Guy qui a fait un magnifique 12 points. Bravo. Félicitations Guy. Alors, tu remportes notre grand prix. Oui, en effet, alors c'est une bouteille de scotch pour enchanter tes soirées. On l'a ici. Félicitations! Ben oui, bravo!
Alors, merci à tout le monde d'être venu. Merci à nos concurrents, hein, Jean-François Daou, Guillaume-Antoine Saint-Cyr, Guillaume Potvin. Merci à mes fabuleux collaborateurs, sans qui j'aurais juste fait une crise d'angoisse dans un centre culturel où j'ai fait des cours d'art plastique. Alors, merci beaucoup, Charles Beauchesne et Gabriel Caron. Merci à toute l'équipe du Festival Transistor, les bénévoles, les organisateurs, Geneviève Corrigan pour les beaux jingles, les techniciens Boris et PO, merci beaucoup. Et surtout, un immense merci à Marie-Hélène d'avoir cru en moi et de m'avoir épaulée tout le long de ce beau processus. Et en attendant que tous les soirs, nous en chantent. Passons la nuit à nous mentir, honnêtement comme les anges. Meublons le rêve qui s'étire, buvons le rêve qui nous mange. Tu fais le fou, je fais la foire, on plonge au fond de la bouteille. Tout est vrai tant qu'il